Bon, bah, je me suis doublement planté. D'une part, Lama 4 finit par faire un gros bide, alors que je pensais que, au contraire, vu les premiers benchmarks, hein, c'était plutôt bien parti. Et OpenAI, alors, il y a quand même des nuances à mettre, j'expliquerai ça tout à l'heure, mais là, OpenAI, ils viennent de sortir O3 et O4 mini, enfin, ils sont en train de sortir ces deux versions, donc leur prochaine version de ChatGPT, si vous voulez. Et c'est vrai que je suis pas fan de leur PDG, hein. Mais même si c'est trop tôt pour dire ce que ça va donner en vrai sur le terrain, donc maintenant je me méfie un peu, ces fameux effets démo et benchmark, il n'en reste pas moins qu'il y avait des choses assez impressionnantes dans la démo qu'ils ont faite. Après, je dirais un mot sur GPT-1, puis d'autres news sur les IA et les robots, rapidement, pour que vous soyez un peu au courant des grosses news, parce que bon, tous les jours, il se passe des trucs, hein, ça n'arrête pas. On va commencer par la débâcle de la MA 4. Alors en ce moment, je pense que le Mark Zuckerberg, il doit pas bien dormir, hein, vu tout ce qu'il est en train de lui arriver avec sa boîte. Mais petit rappel, très rapide, hein, donc quand la MA 4 est sortie, très bon sur les benchmarks, donc c'était prometteur. Et là, en plus d'être bon sur les benchmarks, il était aussi très peu coûteux. Donc ouais, j'avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon bah, pas mal là. Bon, et puis, en fait, après, ben, je l'ai testé sur mes process de vidéos YouTube. Et très vite, en fait, j'ai déchanté. Je me suis dit, ben, pas terrible, quoi. C'est sûr. En fait, j'ai fait un test tout bête. C'est quand je produis une vidéo, je demande à une IA de me générer un fil Twitter pour publier ça sur Twitter. Parce que, bon, voilà, il n'y a pas de valeur ajoutée là-dedans, donc je fais faire à une IA. Et ben, c'était nul, quoi, ce qu'il me produisait. Donc, je me suis dit, ah bon, tiens, peut-être que j'ai mal prompté, peut-être que ça dépend un peu des modèles. Bon, bref. Ce qui s'est passé, ben, visiblement, il a commencé à avoir des soupçons de triche. C'est-à-dire qu'ils auraient produit une version spéciale pour les tests, sur lesquels, qui aurait été entraîné à passer les tests spécifiquement. Et que c'est pas la version qu'ils ont mis à disposition du public. Bon, et voilà, il y avait quelques rumeurs qui étaient passées comme ça sur le net. Mais c'est difficile de savoir. C'était difficile à l'époque de savoir ce que ça valait. Bon, maintenant, on est un peu au courant. Et apparemment, ils auraient paniqué, en fait, avec la sortie de DeepSeek, puisque jusque-là, quelque part, Llama, c'était un peu la référence des modèles open source. Mais ils se sont rendus compte que, en fait, la Chine sortait un modèle meilleur, quoi. Et qu'ils n'allaient pas être au niveau avec Llama 4. Donc maintenant, où est-ce qu'on en est? Si je vais sur Chatbot Arena, bon, on a toujours Gemini 2.5 Pro qui est numéro 1. Alors, moi je veux bien, mais dans les tests que j'ai fait perso, sur mes requêtes perso, il n'est pas sorti premier, hein. Il y a des modèles qui répondent bien mieux. Bon, franchement, ça devient compliqué, toutes ces histoires de benchmark, il y en a tellement, et puis ça va dépendre un peu aussi des cas d'usage. Donc, j'ai l'impression que plus les modèles vont devenir bons, en tout cas bons dans certaines tâches, plus on va les adopter quelque part et rester avec, parce que ça va devenir compliqué de changer de modèle, de se réhabituer, de refaire des nouveaux prompts, de connaître les limites du nouveau modèle, etc. Jusqu'à présent, en fait, il y a toujours eu l'effet, ouais, tout nouveau, tout beau, il bat les benchmarks, bon, ok, tout le monde se précipite dessus. Je m'avance peut-être un peu, hein, peut-être que c'est que moi qui réagis comme ça, mais à force, moi, je me dis, à quoi bon, quoi. Mais bon, bref, donc, où il est, notre petit Lama 4? Ah, bon, ben, il faut descendre. Alors, on descend, 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 toujours pas, on descend, et voilà, on le voit ici. Donc, Lama Maverick 4 en 34e position. En dessous, regardez bien la honte, quoi, de DeepSeek V2.5. C'est même pas le dernier DeepSeek. Bon, bref, DeepSeek 1, il est ici, il est numéro 7, et ils vont sortir dans pas très longtemps DeepSeek R2, qui va très probablement venir taquiner, je sais pas, dans les 5 premiers. C'est possible qu'il dépasse les 1400. Bon, on verra bien. Mais bon, là, c'est plus que mauvais. C'est pas que c'est un modèle qui est pas au niveau, c'est que ils ont quand même investi des milliards derrière. J'ai pas les sommes exactes, mais comparé à DeepSeek, c'est 10 ou 100 fois plus. Ils ont un modèle qui est mauvais. Et en plus, surtout, ben, ils ont triché, quoi. C'est une marque dans la réputation. Alors peut-être qu'ils sortiront Lama 5 et que ça va tout exploser.
Mais en tout cas, il va falloir qu'ils se démènent pour récupérer ça, hein. C'est moi, par exemple, Google, je me méfie. J'ai toujours pas oublié les IA ultra woke qu'ils ont sortis au début, hein. Donc ils ont beau sortir des super modèles, il faut qu'ils fassent leurs preuves, quoi. Bon, et en plus, c'est pas tout. Bon, difficile de savoir si c'est des rumeurs, mais en tout cas, ils sont accusés de s'acoquiner avec la Chine, probablement pour faire face à la concurrence, hein, parce que j'ai déjà dit la dernière fois, hein, c'est féroce, hein. Et en plus, donc en ce moment même, Meta est accusé de monopole sur les réseaux sociaux, puisqu'ils ont racheté leur concurrent, pardon, WhatsApp et Instagram, dès qu'ils émergeaient. Donc, bon, voilà. En ce moment, ça doit pas être la fête chez les Zuckerberg. Bon, voilà, vite fait, je vous montre la dégradation dans les benchmarks. Et voilà où on retrouve l'AMA 4. Donc, moins bon. Le modèle Maverick, qui est de mémoire 400 milliards de paramètres, moins bon qu'un modèle à 32 milliards, quoi. Enfin, à peine au niveau. Bon, bref. On va pas s'éterniser, voilà. Alors là, ils n'ont pas employé le mot, mais moi, ça me démange quand même de l'employer quand OpenAI a fait sa démo, là. Là, il faut qu'on parle, il faut qu'on cause. Donc, pour rappel, on a eu quelques rumeurs, il y a à partir de 2 jours, en fait, comme quoi les nouveaux modèles qui allaient sortir étaient capables de développer indépendamment des nouvelles idées scientifiques. Et ça, en fait, ça veut dire une chose précise. Je rappelle les étapes prévues par OpenAI à la base, donc les 5 étapes vers l'intelligence artificielle générale. Niveau 1, c'est les chatbots. Bon, ça, c'est bon. Ça fait un moment qu'on l'a. Niveau 2, c'est les modèles qui résonnent. Donc ça, on a des premières versions. Alors, c'est loin d'être parfait. Ça coûte cher. Mais on les a. Les agents. Bon, là, c'est pareil. On commence à avoir des choses, mais dans la pratique, c'est pas encore super fiable. Donc, ce qui a été bien intégré, c'est la recherche profonde. Donc, c'est un agent simplifié, quelque part, qui mélange le raisonnement et la recherche sur le web. Et ça, c'est pas mal. Même si, il y a encore pas mal d'hallucinations dedans, quoi. C'est pas toujours ultra précis. En tout cas, moi, j'ai eu quelques mauvaises surprises, notamment avec Perplexity. Un peu moins avec Grok. J'ai pas essayé avec tous les modèles qui proposent ça, mais il faut quand même bien vérifier ce qu'ils racontent à la fin, hein. Reprendre les liens un par un, parce que des fois... ça pointe vers des URL qui n'existent pas, et ils font des synthèses un peu olé par moment. Mais bon, en tout cas, ça commence à se rapprocher d'un truc vraiment potable, et ça rend des services. Bon, l'étape d'après, c'est les innovateurs. En fait, les innovateurs, c'est précisément ça. Des modèles qui sont capables de proposer des nouvelles idées scientifiques. Est-ce que c'est le cas ? C'était la rumeur qui traînait, pour moi, je ne sais pas si on peut dire innovateur, on verra, c'est pas à moi à le dire, mais franchement, on en est très proche, si c'est pas le cas. En tout cas, vous allez voir, dans les démos qu'ils ont faites, là, de mon point de vue, il y a des vrais progrès. Bon, après, le niveau 5, c'est carrément de pouvoir donner un but à l'IA et qu'elle se débrouille pour le faire d'elle-même. Et ça, on s'en rapproche. Mais ce qui est un peu gênant dans tout ça, c'est que, en fait, ici, on avait les hallucinations. Là, dans les raisonnements, il y a toujours le problème des hallucinations, sauf qu'il est plus subtil parce que, faut aller vérifier tout ce qu'il a fait dans son raisonnement. Dans les agents, donc, les agents, c'est les IA qui utilisent les outils, les tools. Là, c'est pareil, on a toujours le problème de fiabilité de départ, qui n'a toujours pas été résolu, qui se propage en cascade, si vous voulez. C'est-à-dire, on donne une commande, et puis, une fois sur deux, elle le fait, et une fois sur deux, elle le fait pas, quoi. Ou pas correctement. Alors on peut toujours la relancer, lui dire recommence, machin, mais ça veut dire qu'il faut surveiller ce qu'elle fait, ça veut dire que ça a un coût à chaque fois de la faire tourner, surtout quand on paye à l'API. Mais là, les innovateurs, c'est pareil, mais en pire, on a toujours le problème de départ, mais à chaque fois c'est décuplé, parce que l'innovateur, il va rapprocher des domaines différents, et il va falloir les connaître, ces domaines, pour aller vérifier tout ça. Donc là, on se situe dans un domaine qui va être spécifique aux spécialistes, hein, aux chercheurs probablement, ou en tout cas à des domaines... pas forcément des chercheurs, mais des domaines d'expertise poussés. Bon, on va en reparler juste après. Alors, dans les sorties de cette semaine, j'en parle vite fait, donc GPT 4.1, qui est prévu pour les développeurs, qui n'est utilisable que via une API et qui a un contexte une fenêtre de contexte de 1 méga. Donc c'est prévu pour pouvoir lui donner en fait une base de données de code et puis qu'il se débrouille avec. Donc ok, sur le papier c'est pas mal, et puis c'est toujours pareil, ils font des démos qui sont impressionnantes, mais après quand on regarde dans les benchmarks, c'est un peu moyen quoi. Pareil ici, d'autres benchmarks, ils sont en dessous de DeepSeek R1,
en dessous de O3 Mini, bon, et puis surtout en dessous de Gemini 2.5 Pro. Donc, je vous disais dans la vidéo précédente, il y a un vrai enjeu, je pense, d'OpenAI, parce que eux ne sont pas financés, enfin, comme Google, ils ont quasiment des ressources infinies derrière à mettre, donc s'ils se loupent sur un modèle, c'est pas la fin du monde pour eux. Ils peuvent financer autant qu'ils veulent derrière de nouveaux modèles. OpenAI, c'est pas pareil, hein. Ils ont des investisseurs et il faut qu'ils délivrent. Donc ça, on verra. Mais ça jette un peu le doute. Si j'étais investisseur chez OpenAI, je me dirais, ouais, bon, ok, mais vous nous montrez plus. Est-ce que c'est le cas, justement? Est-ce qu'ils ont réussi avec leur nouveau modèle? Je vais mettre quelques extraits, parce que là, pour le coup, c'est vraiment intéressant, hein. And the thing that's really amazing about these models is that they're not just models, they're really AI systems. We've trained them to use tools, which is not something that we had done with our previous reasoning models. Alors ça, c'est intéressant. Cette fois-ci, ce sont des modèles qui ont été entraînés spécifiquement pour utiliser les outils. Donc, on peut espérer qu'ils soient beaucoup plus fiables à ce niveau-là. They actually use these tools in their chain of thought as they're trying to solve a hard problem. For example, we've seen O3 use like 600 tool calls in a row trying to solve a really hard task. Et ça, on va le voir tout à l'heure, ça, c'est vraiment nouveau. En tout cas, j'ai jamais vu de modèle faire ça. Et ça fait un moment que je me dis, mais pourquoi ils font pas ça? Donc on va voir tout à l'heure ça avec une démo, ça sera plus parlant. Et ça, je pense que c'est vraiment un pas en avant. Et il semblerait, d'après les retours qu'ils font, que des chercheurs ont utilisé ces modèles et qu'ils produisent vraiment des idées nouvelles. Alors, deuxième point intéressant. It can also give a lot of new functionality. For instance, we now can have the models think with images. And what that means is that the model can use Python to manipulate, crop, and transform images in service of the task that you want to do. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'IA peut faire des choses et voir ce qu'elle fait, comprendre ce qu'elle fait sur des images. Alors ça existe déjà, le fait qu'un modèle puisse voir et comprendre ce qu'il y a sur une image. Mais là, en plus, elle peut manipuler cette image et voir ce qu'elle fait. Et ça, c'est important parce que jusqu'ici, en fait, les IA étaient en quelque sorte déconnectées de la réalité, c'est-à-dire elles réfléchissent un peu dans le vide d'après ce qu'elles savent. Ce ne sont que des grosses mémoires. Elles n'ont pas accès, alors ça me vient de dire réalité, mais elles n'ont pas accès à une réalité. Donc là, c'est pas la réalité à laquelle elles accèdent, c'est une réalité, celle d'un ordinateur. Donc le fait de pouvoir voir ce qu'elles font, d'avoir un retour sur ce qu'elles font. Ça, c'est nouveau. Donc on va voir tout à l'heure, enfin, juste après, j'ai une dernière chose à vous montrer, ce que ça donne dans la pratique. Alors là, ce qu'il va lui demander, je vous laisse écouter, puis après je traduis et je commente. And so what I've asked O3 here is just based on what you know about me, so it has access to memories now. Read the news and teach me something that I probably didn't know, but that I would find really cool in particular. And so this is going to involve knowing something about me, but also doing some of this agentic thinking and tool use to look up some potentially relevant interesting things. And here I've also asked it to actually plot some data or information that I could put in a blog post if I wanted to tell people about. Bon voilà, donc il lui a dit, basé sur ce que tu connais de moi, donc aujourd'hui, ChatGPT a la mémoire des conversations qu'on a eues avec lui, c'est pareil sur Grok, hein, ils l'ont intégré aussi récemment. C'est assez impressionnant d'ailleurs, hein. Et c'est pour ça aussi que je vous disais, les modèles, on va les adopter. Parce qu'une fois que vous aurez mis toute votre vie sur une IA, bon, dans l'absolu, techniquement, on peut la transférer sur une autre IA, mais dans la pratique, les interfaces permettent pas d'importer vos discussions avec un autre modèle. Donc, en fait, quand vous aurez eu toutes ces discussions avec une IA, qu'elle vous connaîtra et qu'elle aura accès qu'elle aura une mémoire de tout ça, et vous le perdez si vous changez de modèle. Donc, évidemment, derrière, commercialement, c'est très rusé. Ça nous rend captifs. Mais il n'empêche que, là, on a un cas d'usage qui est hyper intéressant. Donc, ça combine, d'une part, ce qu'il connaît de la personne, d'autre part, il va chercher dans l'actualité et il va lui proposer quelque chose qu'il ne connaît pas et générer des graphiques derrière. Donc là, on rentre dans une nouvelle catégorie d'usage qui, en soi, existait plus ou moins déjà. Déjà la mémoire, il y a déjà la recherche, on peut déjà générer des images, mais là, tout est intégré en une seule fonctionnalité cohérente. Et ça change quand même pas mal la donne, de pouvoir faire une demande qui intègre tout ça, justement, qu'on ne soit pas obligé de faire de la colle logicielle avec des scripts ou autres. En tout cas, pour tout le monde, j'allais dire pour l'utilisateur final, mais même pour les autres, même pour les programmeurs, c'est l'IA qui va décider des outils qu'elle utilise. Et petit à petit, la palette va s'élargir. Surtout qu'avec les protocoles MCP qui a été annoncé être supporté par OpenAI, donc ça veut dire que ces modèles-là vont pouvoir s'interfacer avec toutes sortes d'outils sur votre ordinateur. Du genre
lire vos emails, répondre, si vous le souhaitez, à votre place, en connaissant, justement, par exemple, qui vous êtes, puisqu'elle aura accès à votre mémoire. Bien, maintenant, on va passer au dernier cas. On a la personne qui va prendre la parole, un accent chinois horrible, elle part très vite en plus. Bon, grosso modo, c'est une énigme mathématique assez difficile à résoudre. Je vous mets le petit extrait et après je commente. Go beyond the eval numbers, which are incredible, and show you a little bit how our model uses tools in order to solve those problems. So here, for example, we have a problem from the Amy math contest. And the problem here is asking you to look at this grid of 2x2 squares and count the number of combinations of coloring that verify some constraint. And let's see how the model does it. Yeah, so the way the model thinks is really cool. So it starts out by producing a brute force program, and then Alors là, je commente au fur et à mesure pour ceux qui sont pas spécialistes, bon, même pour les autres. Donc là, l'idée, c'est une énigme de coloriage. Je me suis pas trop penché dessus, c'est pas la question. Donc là, comment font ces nouveaux modèles, donc O3 et O4 mini, comment auraient fait les anciens modèles? En fait, ils auraient utilisé la chaîne de pensée et ils auraient essayé de résoudre ça, sauf que, en fait, là, la chaîne de pensée qu'il faudrait utiliser, elle est immense. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'il produit un programme qui va lui donner le résultat. Alors, c'est un programme bête et méchant, dit comme ça en français, de manière idiomatique. Et l'air de rien, c'est vraiment une nouveauté et c'est vraiment puissant. Pourquoi ? En fait, je vais prendre un exemple tout con. Quand vous demandez à une IA de faire une addition, les premières IA, elles faisaient ça de mémoire. C'est-à-dire, elles avaient appris l'addition ou elles l'avaient pas appris. Et comme elles n'en avaient pas appris beaucoup, elles étaient capables de faire quelques additions, disons, les additions en dessous de 100. Bon, ça dépend des IA, évidemment, vous m'avez compris, mais bon, voilà. Ensuite, il y a eu les modèles qui raisonnent. Alors, ces modèles-là, ils sont plus performants, ils sont capables de découper ça en sous-opérations, mais dans la pratique, ils sont capables d'additionner des chiffres assez gros, mais alors ça va dépendre des modèles, ils ont été testés, mais par exemple, de mémoire, je sais plus si c'était O1 ou O3 mini, bon, peu importe, mais à partir du moment où on commençait à dépasser les 20 chiffres à additionner, ils commençaient à se planter. Pas capable de généraliser, pas capable de comprendre que ici c'est la même chose, additionner 19 chiffres et 20 chiffres c'est la même chose. Donc c'est assez étrange. Je l'ai testé moi-même sur différents modèles. Alors sur les petits modèles c'est exactement pareil sauf que ça se produit plus tôt. Ça se produit à partir de 3 ou 4 chiffres ou 5, bon, ça dépend. C'est assez intéressant à tester ce truc-là. Donc forcément tout le monde s'est dit, en fait pourquoi vous demandez pas de faire un programme Python puisque tout ça c'est le règne des anciens, des langages de programmation. Ils sont excellents pour ça, ils se trompent jamais. Et là, précisément, c'est visiblement ce que sont capables de faire ces modèles. Donc ça rajoute une couche de fiabilité énorme. Parce que quand vous faites un papier scientifique avec plein de formules mathématiques, si vous savez que derrière, c'est un modèle de raisonnement, ok, il sait faire, mais pas tout le temps, et vous savez pas quand est-ce qu'il va se planter, c'est-à-dire qu'il va vous introduire des erreurs super subtiles, qu'il va falloir tout vérifier, tout reprendre, ça vous donne pas super envie, quoi. Parce que si c'est faux, faut le refaire tourner, et si c'est encore faux, faut le refaire encore tourner, mais à chaque fois, faut vérifier, donc à la fin, vous dites, je vais le faire moi-même, ça sera plus sûr. Là, c'est pas pareil, parce que du coup, il peut s'auto-vérifier lui-même, en quelque sorte. Pas pour tout, mais en tout cas pour un grand nombre d'opérations. Donc pour moi, ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, il y a vraiment une nouveauté. Ça peut changer les choses. Alors, à voir dans la pratique ce que ça donne. Mais donc, peut-être que je m'avance un peu trop, parce que ça vient à peine de sortir. On verra le recul dans quelques semaines, ce que diront les utilisateurs là-dessus, mais ça, je pense que c'est une vraie avancée. Ils sont là en train de définir le nouveau standard, le nouveau modèle frontière, même si sur les benchmarks, ils seront peut-être en dessous sur certaines tâches, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à les résoudre. Par contre, les tâches qu'ils vont résoudre, je pense que ça sera plus fiable, beaucoup plus fiable. Et en plus, ça s'arrête pas là. Il fait des contre-vérifications. Je mets le petit extrait. runs it using a Python interpreter. And it gets the right answer, which is 82. But this is messy, right? It's pretty inelegant. And the model recognizes that and then simplifies its solution and comes up with a smarter way of doing things. It then also double checks its answer to increase its reliability, which is kind of neat. Voilà, alors ça, j'avoue, ça m'a impressionné parce que ça, c'est ce que moi j'aurais fait pour résoudre ce truc-là. J'aurais fait d'abord un truc bête et méchant, j'aurais laissé tourner 2 heures s'il fallait, j'attends, c'est pas la fin du monde, pour avoir la solution dont je suis sûr. Et après, une fois que j'ai ça, je peux
m'amuser à tester des trucs plus rusés pour les vérifier avec la solution en laquelle j'ai confiance. Donc là, c'est ce qu'il fait, ce modèle. Et là, j'avoue que quand je vois ça, je me dis, ouais, alors là, ouais, ça me donne confiance, justement. Donc là, vous avez un avis d'ingénieur qui a beaucoup codé, mais ce qu'il va falloir voir, c'est l'avis des chercheurs en sciences. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'ils ont réussi à améliorer la fiabilité suffisamment pour que ça soit utilisable? Et d'autre part, il y a aussi visiblement les gens qui travaillent dans le domaine de la loi qui sont en train de l'utiliser, qui ont eu des previews et qui ont des bons résultats, semble-t-il. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Voilà, donc on va voir s'ils m'ont fait mentir, mais la dernière fois, j'avais dit que dorénavant, j'avais l'impression que ça serait difficile pour OpenAI de rester dans leur position de maître du jeu, en quelque sorte. C'est eux qui donnaient le là. Hein. Là, visiblement, ils viennent de redonner le là, encore une fois. Donc, bravo. Et je vais terminer par quelques autres news plus succinctes et légères. C'est plus des petites démos, mais qui sont impressionnantes. Donc, voici... Une dame, on se croirait dans un film de science-fiction avec une main fantôme. Bon, en tout cas, alors c'est pas comme c'est marqué Neuralink, hein, c'est branché sur les muscles de ses bras directement. Mais bon, faire avancer comme ça une main, on se croirait vraiment dans un film. Pourquoi pas. Donc voilà le genre de truc où on en est maintenant, dans la technologie. Et une autre news, alors que moi j'ai trouvé assez sympathique. Je mets pas le son parce que sinon je risque d'être obligé d'enlever la séquence. Alors là, bon, évidemment, c'est comment dire, on voit bien que là, le robot, c'est pas encore ça. Hein. Il a encore du boulot, mais par contre, c'est la dernière fois qu'on voit un robot aussi mauvais en boxe. Et évidemment que ça va intéresser du monde, parce que ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais dans combien de temps? Dans 2 ans? Dans 3 ans? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Je sais pas. Là, on a déjà quelque chose, je vais pas dire qui tient la route, mais qui commence à montrer du potentiel où ça va pouvoir être fun. Alors après, qu'est-ce que ça va faire de se prendre une patate par un robot qui, lui, ne sent pas la douleur et tout ça? Je sais pas. Je suppose qu'ils parviendront à régler l'intensité pour faire en sorte que ça ne blesse pas les gens. Mais vous imaginez, pour s'entraîner, ça va être génial. Alors moi qui fais des arts martiaux, quand je vois ça, je me dis, ouais, par rapport à mon sac de frappe ou à mon... comment on dit en français? Mon dumi, je sais pas comment on dit en français en fait. Bon bref, ça ferait des jouets qui vont probablement coûter cher, mais je suppose que ces robots, on peut leur faire toutes sortes de choses. Donc pour moi, là, il y a carrément quelque chose qui s'annonce, quoi. Et après, dernière petite news, je montre, voilà, une vidéo générée par une IA. Voilà où on en est, quoi. Le niveau de réalisme, ça commence à vraiment être impressionnant. Enfin, bon, c'est pas ça commence maintenant. Bon, ils font des trucs complètement dingues, de plus en plus. Et bon, quel va être l'impact sur l'industrie du cinéma? C'est difficile à dire parce que pour l'instant, on n'a pas encore, ça commence, mais on n'a pas encore vraiment les images synchronisées avec la voix et avec la musique. Et en plus, on a des séquences assez courtes. Donc on n'est pas encore en train de pouvoir faire des films tout entiers en une fois. Mais bon, clairement, ça va avoir un impact sur l'industrie de plus en plus d'une manière ou d'une autre. Et est-ce que ça veut dire que tout le monde va pouvoir devenir créateur de films? Bon, après, il faut du talent. Il y aura une concurrence terrible. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir célèbre grâce à ses créations. Hein. Mais il n'empêche que ça continue d'avancer. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je vous donne quelques news de la chaîne au passage. Donc là, ce que vous voyez, en fait, je me suis créé un petit outil de présentation qui correspond à mes besoins pour faire des vidéos assez rapides, parce que j'ai pas envie de passer du temps à faire du montage ou des slides. Donc, comme j'arrivais pas à trouver ce que je voulais, j'ai demandé à une IA de me le coder. Alors certes, il y a encore
c'est un peu rudimentaire, mais voilà, j'ai une base. Donc, par exemple, sur les slides que j'avais avant, je pouvais pas mettre d'animation. Maintenant, je peux mettre des animations. Alors, pour l'instant, j'en ai que 2 ou 3, mais je vais pouvoir en rajouter. D'autre part, le gros avantage pour moi, c'est que je ne lui donne qu'une collection de liens, en fait. Et ça, c'est pareil. Avant, les autres outils que j'avais, bah, c'était toujours ultra compliqué. Il y a toujours un truc qui marchait pas. Alors, soit c'était les tweets qui me récupéraient pas, soit c'était les images. Enfin bon, bref. Donc j'ai pas mal bossé sur cet outil et plein d'autres. En fait, j'ai fait plein d'expérimentations. Je vous présenterai ça à l'occasion. Donc, du coup, j'utilise pas mal les IA, moi, pour ma chaîne YouTube. Hein. Ça me fait gagner du temps, notamment pour me coder tous ces petits outils qui sont bien pratiques. Et j'utilise aussi, évidemment, pour le reste, mes formations, mon nouveau bouquin. Là, il est en phase de relecture par quelques privilégiés. Donc ça avance, je suis content, j'ai des très bons retours et je vous tiendrai au courant de ça très bientôt. Ce que je prévois de faire là aussi, c'est un tuto pour les créateurs, pour vous aider à vous lancer si vous hésitez. Je vais vous faire un tuto sur tous les outils totalement gratuits, donc sans débourser un centime. C'est un peu le challenge de la vidéo, qui vous permettent de démarrer. J'ai passé énormément de temps à chercher ces outils-là. J'ai trouvé un ensemble d'outils qui sont vraiment pas mal, qui fonctionnent bien ensemble. Donc, je vous présenterai ça. Je pense que ça va vous intéresser parce qu'à mon avis, dans les 5-10 prochaines années, il va y avoir beaucoup de changements dans la société et je ne dis pas que on va tous se retrouver créateurs pour gagner notre vie dans la future société, mais c'est fort possible qu'une majorité de gens se retrouvent là. En tout cas, ceux qui veulent avoir une activité rémunératrice. Les autres, peut-être qu'ils se contenteront du revenu universel de base. Donc là, ce que je vais vous donner, c'est les outils pour vous lancer, pour expérimenter sans dépenser d'argent et en fonction du temps que vous avez, donc de commencer à vous y mettre. Voilà, voilà.